on est schizophrène chez les jeunes. Ah ouais, c'est quoi, c'est-à-dire On est schizophrène, c'est très difficile à comprendre de l'extérieur, mais en vous fait, la voyez parfois dans l'extérieur? Oui. On le sait, Aya Nakamura est une des artistes pressenties pour assurer le show de la cérémonie d'ouverture des JO. Souvenez-vous, il y a quelques années, elle s'est embrouillée avec M. Pokora au sujet du nombre de NMA qu'il avait reçus. Il a gagné pour quel son? Rien contre lui, mais il n'est même pas dans le top 10. Elle avait attaqué M. Pokora. Elle avait rapidement supprimé son tweet à l'époque. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Aya Nakamura au JO? Vous trouvez ça bien? Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ah, ça vous dérange pas? Qu'est-ce qui vous dérange? Gilles Verdez et Ricardo. Non, même Gilles... non, mais il ne me dérange pas du tout. Ouais, Je peux ne pas être d'accord avec eux, il ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. C'est un choix. Mais... Ils ont fait un choix, il y a un peu tout le monde. Elle ne sera pas toute seule, de toute façon. Il va y avoir, si j'ai bien compris, une pléiade d'artistes, un petit peu tout confondu. Mais on ne parle que d'elle. M. Pokora, il a une histoire qu'on connaît. Son père était footballeur professionnel. Il a toujours été dans le milieu du sport. Maintenant, je peux comprendre sa frustration, mais voilà. Après, il y a des choix. Je ne sais pas qui fait les choix. Je ne sais pas qui choisit. Moi, je ne comprends pas. Je trouve que ce n'est pas lui. Ce côté aigri. Alors attention, il est formidable. C'est une bouffée d'air. T'es chiant, j'en ai marre. Allez, je te donne même pas la parole, tu me fatigues. Mais pour une fois, non mais je te jure, tu me fatigues sans rigoler. Tu salis tout, t'es insupportable. J'ai rien sali. Non mais si, arrête de dire ça, arrête de dire des bêtises pareilles. C'est notre ami. Et écoute, tu sais quoi? C'est quoi ça ton problème? Tu sais, c'est pour ça que tu n'as plus aucun ami. Tu sais quoi, mais sans rigoler, plus personne ne veut être ami avec toi. T'es un enfer. Non, mais je suis désolé, excusez-moi, parce que je ne supporte pas d'entendre ça. Moi, vous savez, quand on attaque un ami à moi, franchement, ça me gêne fortement. Et Gilles Verdez, tu es insupportable. Crois-moi, voilà, insupportable. Mais du coup, est-ce qu'on a le droit de le dire un peu plus gentiment que Gilles l'a fait, parce que tu as été très maladroit et il n'est pas aigri du tout? Qu'est-ce que vous voulez? Mais est-ce qu'on peut le dire d'une manière plus... de dire que ça lui ressemble pas et qu'on comprend pas. Mais pas du tout. Ça lui ressemble même pas. Vous connaissez pas Matt, et je le connais. Et Matt, c'est un mec qui est vrai. Et Matt, il dit ce qu'il pense. C'est pour ça que je l'aime aussi, c'est pour ça que le public l'aime. Oui, mais de se mettre en avant comme ça, justement, ça fait bizarre. C'est pas hypocrite. Matt, il dit juste, attends, la vérité, moi j'aime bien le mec qui dit, j'aurais envie de le faire. Il a raison. Bah oui, est-ce que je peux dire le contraire, Cyril? S'il vous plaît, j'aurais kiffé le faire. Je suis désolé. Les mecs, je suis quand même, je pense, celui qui connaît le mieux ici autour de la table, donc je vais quand même en parler. Je vous dis, je connais Matt, c'est pas du tout, il n'est pas du tout aigri, c'est pas du tout un forceur. C'est juste que. Voilà, il a les boules, c'est ça? Non, mais pas les boules. Il dit si on a. Si on m'appelle, je viens. Ça va vous? Si on m'appelle, je viens. Mais j'aurais adoré, c'est bien pour moi, c'est un bel événement. Il se dit aussi pourquoi Aya Nakamura et pas moi, pourquoi un tel et pas moi. Mais c'est vrai que il dit qu'il pourrait faire partie de la liste, c'est tout. Il n'y a aucune aigreur dans ce qu'il dit. Et il a raison d'ailleurs. Je suis désolé. En vrai, Matt Pokora, il a une carrière, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est au top. Non, mais c'est très justifié, je trouve, ce qu'il dit. D'abord, il est touchant, il est extrêmement touchant. C'est une grande star, il sait monter des shows comme il l'a souligné, et c'est vrai, on le voit sur scène, les shows qu'il donne. Moi, je trouve ça légitime. Maintenant, il ne fallait pas faire trop comme ça, quand même. Il aurait peut-être dû appeler Thomas Joly, le mec qui s'en occupe. Qu'est-ce qu'il en sait, lui, Thomas Joly ou Thomas Pabot? C'est écrit dans Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais l'autre, parce qu'il connaît 3 personnes à l'Élysée, il faut faire le malin. Rien à voir avec l'Élysée. Arrête un peu, il faut l'appeler Thomas Joly ou Thomas Pabot. Thomas, c'est bon. Et c'est le directeur artistique, c'est lui qui décide. Oui, mais allez, justement, il passe vraiment par sa voix qui est la voix. Mais il est touchant, je trouve ça très humble d'une star. Parce que, excuse-moi, c'est une star française incroyable. Je trouve ça très humble de dire ça, de dire voilà, je suis triste de ne pas être de la fête parce que c'est la fête du sport. Moi, vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Que j'en ai marre d'entendre tout et n'importe quoi sur ces JO et sur les artistes des JO. Pour moi, un artiste qui est aux Jeux Olympiques, il doit être irréprochable. Matt Pokora, il est irréprochable. Je suis désolé, les mecs. Voilà, il n'y a rien à dire sur lui. Le seul truc qu'il y a à dire, c'est qu'il a du succès depuis 20 ans. Il est irréprochable. Et je peux vous dire, les artistes irréprochables, ça se compte sur les doigts de la main. Donc, déjà, Matt Pokora, peut-être qu'il faudrait déjà s'y pencher. Non, mais c'est vrai. Et il a raison. Et sur scène, il fait un show de fou. Donc, à un moment, je comprends. Je suis désolé. On va dire Aya Nakamura, c'est très bien, Aya Nakamura, mais Aya Nakamura, je suis désolé. C'est pas M. Pokora. Elle a quelques casseroles. Je suis désolé, les mecs. Voilà. Les Jeux Olympiques, c'est l'exemplarité.
Voilà, c'est tout, c'est simple. Soprano, c'est l'exemplarité. Exactement, Soprano, c'est l'exemplarité. Je suis désolé, je suis d'accord avec toi. Même signal. Voilà, même signal. Soprano, Matt Pokora, l'exemplarité. Vianney, c'est l'exemplarité. Je suis désolé, il y en a beaucoup. Et puis rares sont ceux à avoir ouvertement dit quand même qu'ils avaient envie de faire quelque chose pour les Jeux. Il y en a très peu. Puis déjà, donc moi, je trouve ça bien qu'il fasse parler son cœur. Ah oui, c'est trop tard, ils ont déjà décidé quand même qu'il y a les chaussures. Là, ils vont faire rentrer des mecs. C'est pas fini. Je pense qu'il peut encore. Je pense pas que ça soit fini. Là, t'as 2 doigts de voir Gloria Gaynor. Là, alors qu'il est, t'as la compagnie créole et Gloria Gaynor. En reine des la cérémonie d'ouverture. Je veux dire, ils sont pas l'ombre d'une idée. Ils sont organisés alors. Je sais pas qui est ce monsieur qui est certainement très Non, sympa. mais justement, s'il appelle ce monsieur. Mais c'est pas la peine de faire du name dropping. Moi aussi, je peux dire des blazes. Stéphane Fourquet, Patrick Fichognol. Mais tu vois, s'il appelle ce monsieur, moi je trouve que justement ça fait gratteur et ça fait copinage. Alors que là, finalement, c'est un artiste, il dit simplement, comme l'a dit Daniel, sincèrement et avec beaucoup de spontanéité. Ben moi, voilà, j'aurais kiffé, ça m'aurait plu, j'adore ça. Je suis fan de sport. Mais t'as pas compris qu'il a fait son intervention juste pour dire qu'il connaissait le gars qui était les Jeux Olympiques. Non, je connais pas en plus. Ouais, mais genre, je connais. Il fallait appeler qui? Je n'avais pas inventé un nom, je vous dis, il s'appelle Thomas Joly, c'est lui, directeur artistique. C'est lui qui est en charge des artistes. Tu crois vraiment M. Pokora, il va l'appeler ou allô Thomas Joly? Non, c'est la maison de disques. Mais il faut que ce soit validé par plein de gens, c'est pas Thomas Joly qui va décider. Vis avec ton... Non, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai. Quel rapport? Et du coup, maintenant, ils vont plus le prendre. Pourquoi? Non, pourquoi? Non. Au contraire, un peu, j'ai pleuré. Au contraire, non, c'est sympa ce qu'il a fait. Au contraire, j'ai pleuré, j'ai envie d'être de la fête. Il a montré son envie, sa sensibilité sur le sujet. Là, qui est dans les petits papiers. Non, je ne suis pas du tout dans les petits papiers. J'étais pas dans les petits papiers, mais t'es dans les petits. Ce que je sais, c'est que la liste n'est pas bouclée, n'est pas définitive. Voilà, c'est pas bouclé. Voilà, c'est tout. Alors, c'est quand? Et moi, je trouve ça très touchant. Est-ce qu'il y en a qui refusent? Bien sûr. Zidane. Des chanteurs, je veux dire. Alors, il y en a qui demandent, par exemple, Michel Polnareff aussi, qui est un très grand. Il aimerait aussi le faire. Ou en tout cas, oui. Ah ouais. Il a fait savoir qu'il c'est vrai qu'il représente bien les anneaux olympiques, Michel Polnareff. Pourquoi tu dis ça? Des lunettes? Comme ça. Parce qu'on disait l'exemplarité, c'est pas Michel Polnareff, c'est naturellement que c'est un très grand artiste. Ah oui. Mais enfin, il y a. Il vit plus en France. Depuis... C'est un très grand artiste, Polnareff. Et je le vois pas dans ce genre de. Autant lui, je trouve que c'est vraiment dans son domaine. Non, Polnareff. Donc, il y a qui alors? Balance ta balle. Ah non, mais je sais pas. Là. Je crache rien du tout, je ne suis pas au courant. Je vous dis simplement que c'est ce monsieur que j'ai cité, que je ne renommerai pas, c'est lui qui s'occupe de ça. Comment il s'appelle? Pas beau. Comment il s'appelle? Thomas Joly. D'accord, c'est lui qui décide. Mais non, est-ce que Aya Nakamura, c'est sûr ou pas pour toi? Oui. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. Oui. Mais c'est lui qui a décidé. Ah, il m'a pas dit ça, je le connais pas, j'ai jamais rencontré. Politique, c'est pas juste. J'ai jamais rencontré. David Guetta. Il faut que ce soit validé. David Guetta. Alors, je crois qu'effectivement, il y a dans l'air. Là, dans l'air. Oui. Ça, ce serait très bien. David Guetta serait très bien. Il y a dans l'air. Bien sûr. Alors, Bob Sinclair. Non. Non. David Guetta. C'est Guetta. Aya Nakamura. C'est pas fait, hein, mais. Oui, mais ça avance comme ça. Oui, mais alors, je vous assure que la liste n'est pas bouclée à ma connaissance. À ta connaissance. Maintenant, je connais personne, vous le savez bien. Tu connais Monsieur Joly? Non, j'ai jamais vu. Tu connais Monsieur Joly? Non, Monsieur Joly. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous les attendez, ces Jeux Olympiques, ou pas du tout? Moi, oui. Depuis Marseille, moi, je trouve que ça m'a donné envie. Franchement, ouais. Alors, oui, et ce qui est touchant, c'est l'effervescence autour de la flamme olympique. Tu vois, dans toutes les villes où passe la flamme, c'est vraiment l'effervescence. C'est dingue. Surtout à Lyon. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a? Il dit que la flamme, c'est bien, et surtout à Lyon. Pourquoi? Qui est une ville qui n'a pas payé pour que la flamme passe. Oui, il a raison. Toutes les villes doivent payer, et Lyon a refusé, son cher maire a refusé. 150 ville très sportive, il a refusé. Mais je vois qu'il n'y a pas grand monde au courant de tout ce genre de choses. Celui qui refuse le sapin de Noël. On n'appelle pas la flamme, on a le feu au cul. Vous avez raison. Au niveau de l'engouement parisien, au niveau des réservations, au niveau des hôtels, au niveau des restaurants et des Airbnb, non, c'est pas que c'est pas ouf, c'est que ça ne va pas du tout. Pour l'instant, c'est catastrophique. Oui, mais même pour la malgré tout, billetterie en elle-même. J'ai l'impression que ça fait aussi comme pour toutes les villes olympiques. Au départ, tu as 6 mois, 8 mois avant, les gens râlent en disant que c'est chiant, que ça va perturber tout. Et au fur et à mesure, il y a un début d'effervescence. Ça avait fait ça à Londres aussi, où les Anglais râlaient complètement. Et même 3 semaines avant, ça a commencé à péter dans tous les sens. Et ensuite, ils étaient ravis, c'était formidable. Dans 2 mois et demi, quoi. Donc il va falloir... Benaïm, elle est toujours positive. Elle devrait travailler chez Carrefour. Non, mais je te jure. C'est vrai, elle devrait travailler chez Carrefour. Toujours positive. On est dans la merde. Les pieds dans la merde, elle va te dire non, on est bien. Non, mais c'est incroyable. Toujours voir le verre à moitié plein. Où elle est positive ou elle est hypocrite? Qu'est-ce que t'en penses, Gilles Verdez? Je suis d'accord avec vous, moi. C'est pas ce que tu me dis en coulisses.
T'entends ce que je dis? Surtout, je suis d'accord avec vous, surtout sur les Jeux Olympiques, je suis pas d'accord là en revanche. Moi, je sens l'engouement, je suis très heureux des Jeux Olympiques. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Oui, je parle de lui, je parle pas de vous. De lui De lui. De lui Je dis que je suis d'accord avec... De lui. D'accord sur l'engouement des Jeux Olympiques. T'es bourré, mon vieux, toi. Déjà, il en a profité pour faire un petit discours. On a les images, regarde. Parler avec les cœurs, voilà. Ici, on est en famille. Tous les gens qui sont ici, je les considère comme des êtres chers, donc ça va être facile de parler et d'ouvrir mon cœur à tout le monde. Il n'y a aucun message à faire passer, aucune idée à donner. C'est vraiment des gens que j'ai envie de remercier du plus profond du cœur. Alors, Nasser n'y était pas. Hein. Non. Il n'était pas invité. Il n'y était pas, mais il n'était même pas invité. Contrairement à Emmanuel Macron, qui lui était invité, mais qui n'y était pas. Il n'est pas venu, exactement. Voilà. Alors, à la fin de soirée, beaucoup de monde attendait la sortie des joueurs devant le restaurant. Et il y a Kurzawa, un des joueurs en plus que j'aime bien, Lewin, que j'embrasse d'ailleurs. Regardez, ça a été un petit peu violent pour lui. Regardez. Pardon, excusez-moi. Voilà, bon, après c'était un mec isolé. En sortant du restaurant, il y avait la mère de Kylian qui a pris quelques minutes pour répondre aux questions des journalistes et elle a confirmé bien sûr la rumeur de la destination. Regardez. 7 belles années et puis ça s'est fait avec le personnel tout simplement. Sincèrement, c'est comme toute séparation, elles étaient magiques. Paris, c'est magique. Et sincèrement, c'est magique. Quand est-ce qu'on saura? Mais vous le savez déjà, non, quand même. Voilà, donc ouais, elle a dit sans dire qu'il allait au Real Madrid. Il n'y a pas de doute. Ouais. Alors, c'est une confirmation. Un gros suspense. Il y a un autre truc qui tourne énormément, c'est que Kylian Mbappé était à Cannes le week-end dernier avec Ousmane Dembélé, que j'embrasse. Voilà. Ils ont profité de leurs 3 jours de repos pour aller à Cannes. Et il y a une image qui a fait le tour. C'est Kylian Mbappé qui a repéré une jeune fille voilà, dans le restaurant où ils étaient. Regardez. Alors, sachez que, regardez, on a les photos. Alors, depuis la vidéo, la jeune femme a gagné plus de 70 000 followers. C'est vrai. Luis Enrique a déclaré que les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient pendant leur jour de repos, en tout cas. Et c'est vrai que, voilà, donc cette jeune fille, voilà, qui s'appelle, je ne sais pas. Théa, je crois, voilà. Oui, j'ai pas son nom, c'est une Française. Alors, Cyril, ce que je voudrais dire, c'est que ça confirme les infos que vous nous donniez sur le fait que vous nous disiez que Mbappé avait été écarté d'un match. Oui. Ben là, il a été écarté de nouveau. On ne sait même pas s'il disputera la finale de la Coupe de France. C'est pas sûr qu'il dispute la finale de la Coupe de France. Exactement, voilà. Voilà, c'est pas sûr du tout. Voilà, et donc il est, comme le PSG jouait à Metz, lui n'était pas retenu, donc ils sont allés avec Ousmane Dembélé. Et c'est vrai, au restaurant à Cannes. Ouais. Voilà. Alors ils n'ont pas fui le club, hein, mais c'est vrai que ça a fait jaser, parce qu'on se dit, tiens, la saison n'est pas terminée. Mais ils ont le droit, ils sont pas... Mais il ne va pas jouer la finale à cause de Kylian Mbappé, et Dembélé va jouer la finale ou pas? Dembélé va jouer la finale. Ok, donc c'est juste parce qu'il part. Je pense. Et voilà. Moi, je n'ai pas d'infos. Je pense que Dembélé va jouer la finale. Pourquoi il ne jouera pas? Mais que, bien sûr, Dembélé va jouer la finale. Il mérite de la jouer. Et il va la jouer. Ousmane Dembélé va jouer la finale, mais Kylian Mbappé, c'est moins sûr. On va voir ça, mais c'est moins sûr. Voilà, on va voir. Merci en tout cas à Maury Bucco d'être avec nous. Gérard Depardieu. Une scène qui vient de se dérouler il y a quelques instants. Gérard Depardieu a asséné plusieurs coups apparemment à un paparazzi qui est tenté de le prendre en photo alors qu'il était en terrasse. Regardez l'état du visage du paparazzi. Après, s'il vous plaît, on a la photo, merci. Voilà, donc apparemment, qu'est-ce qui se serait passé à Maury Bucco? On a le témoignage du paparazzi dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben, ça s'est passé en fait à 14h aujourd'hui. D'accord. On le voit d'ailleurs, Gérard Depardieu est à table. On connaît son appétit, son goût pour la cuisine et le vin. Et donc, il était à table dans un restaurant assez sélect et connu de Rome, pas loin de la Villa Borghese, qui s'appelle Harris Bar, avec 5 proches. Et à ce moment-là, il y a ce paparazzi qui s'appelle Rino Barriari, qui est assez connu en Italie, qui a une longue carrière derrière lui. Il a 79 ans et on l'appelle parfois le roi des paparazzis. Et donc, il aperçoit Gérard Depardieu et on va dire qu'il fait ce qu'il sait faire et il veut le prendre en photo. Il croit être discret puisque... il pense ne pas être vu par Gérard Depardieu et ses proches, mais en fait, la femme, la compagne de Gérard Depardieu, aperçoit ce photographe, et là, elle est furieuse, et donc elle l'apostrophe en lui disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» etc. Et à ce moment-là, Gérard Depardieu se lève, lui aussi manifestement en colère,
Et c'est là que se passe la scène assez hallucinante, en pleine journée, devant plein de témoins. Gérard Depardieu donc donne des coups de poing, comme c'était encore le boxeur qu'il était jeune homme, donne plusieurs coups de poing au visage du photographe. Selon le photographe, il a reçu 3 coups de poing au visage, à tel point d'ailleurs que c'est finalement une ambulance qui est venue le chercher sur les lieux, tandis que lui, Gérard Depardieu, repartait en voiture. La police, les carabineries se sont déplacés également sur place. Et là, la question, bien sûr, qu'on se pose, c'est de savoir jusqu'où va aller cette histoire, puisque ce photographe a annoncé qu'il allait porter plainte pour coups et blessures contre Gérard Depardieu. Et donc, est-ce que Gérard Depardieu va être privé de liberté, placé en garde à vue, selon les termes, en Italie ? Est-ce qu'il va pouvoir quitter l'Italie sans avoir réglé cette histoire judiciaire ? À suivre. On va voir le témoignage du paparazzi dans un instant. Gilles Verdez, les infos. Oui, il est parti en voiture tout de suite après et le paparazzi a été secouru par le patron du bar qui a été extrêmement choqué du Harris Bar par la scène qui est intervenue. Et effectivement, c'est le déchaînement de violence qui stupéfie et il y a une blessure à l'arcade sourcilière notamment. Donc à l'heure actuelle, là, le paparazzi est encore à l'hôpital. C'est de là d'où on va sans doute entendre le témoignage que vous allez donner. Regardez, vous allez nous donner d'autres infos dans un instant. Regardez. Je me trouvais rue Veneto, au Harris Bar. Je m'y arrête et j'ai tout de suite reconnu Depardieu. Il y a une fille très jolie qui est sortie et qui l'accompagnait. Elle est venue vers moi, elle m'a directement insulté. Et Depardieu est tout de suite arrivé et m'a donné 3 coups de poing. Un ici, un derrière et un dans le visage. Et tout ça en pleine rue. Il s'est déchaîné sans que je ne sache pourquoi. S'il voulait une vie privée, il n'avait qu'à pas venir dans cette rue. Alors apparemment, il n'est plus à l'hôpital, là, alors. Si, il y avait un infirmier, on a vu. Oui, il est hospitalisé avec une plaie et il a annoncé qu'il portait plainte auprès des carabiniers dès qu'il allait sortir de l'hôpital. Donc voilà, après, est-ce qu'il avait repéré Gérard Depardieu ? Est-ce qu'il a été prévenu ? Bon, c'est vrai que c'est... En général, les paparazzis ont des indices qui leur disent où sont les personnalités et c'est pour ça qu'ils rappliquent. Mais c'est vrai que c'était un restaurant connu, donc il est probable qu'il se passait aussi par là pour... Si on veut être discret, on va pas là. Alors, et en terrasse. En terrasse. C'était au début de son déjeuner ou il est parti direct après. Gérard Depardieu, il n'est pas retourné s'asseoir pour déjeuner, il est reparti direct. Ah oui, après, oui, ils étaient en train de déjeuner à 14h et après, il est parti en voiture immédiatement après la scène. Oui, on peut voir la photo, je crois que c'était un plat de pâtes, manifestement, c'était pendant le hors-d'œuvre, enfin le plat principal, donc il devait être au milieu de leur déjeuner, quoi. Et il est parti direct. On sait où il est allé. Ah non. Et vaut mieux pas le suivre, j'ai envie de dire. Essayez de le savoir. Il y a des journalistes italiens qui ont essayé de le joindre, il n'a pas fait de commentaire, mais on ne sait pas où il est parti exactement après. Ils étaient un groupe d'amis avec visiblement, sa compagne. Et puis elle a commencé effectivement, comme disait Amaury, à dire non au paparazzi et le ton est monté. Et après, Depardieu l'a frappé 3 fois, 3 coups de poing, ça s'est authentifié. On sait, mais le paparazzi, il n'est pas parti, il n'a pas vu qu'il a voulu quand même prendre... Il a insisté. Il a d'abord pris le seau de glaçon de la part de la compagne qui commence à lui parler mal. Elle commence, si je puis dire, non. Elle commence à dire, va-t'en, laisse-nous tranquille. Oui, c'est pas un jugement de valeur. Laisse-nous tranquille, on est là entre amis. Partez. On le voit derrière vous, Cyril. Et elle lui dit clairement, partez. Mais il ne part pas. Elle lui jette un seau de glaçon. À ce moment-là, la scène se poursuit. Et c'est là que Depardieu... Après, je dis pas que c'est bien ce qu'a fait Gérard Depardieu. Voilà, la violence, c'est jamais une solution. Mais c'est vrai que s'il a insisté comme ça, peut-être que ça l'a mis sur les nerfs et peut-être qu'il a insisté auprès de sa compagne et ça a un peu énervé qu'il sent que sa compagne, qu'il énerve un peu sa compagne et c'est peut-être ça qui a fait que ça a envenimé les choses. Ah oui, c'est exactement ça. Hein. Il a insisté, après le premier refus de sa compagne, il a insisté clairement. Il a voulu prendre ses photos. C'est d'ailleurs pas la première fois que ce photographe, ce paparazzi, se retrouve avec des altercations. D'accord. Ouais. Il avait, par exemple, dans sa longue carrière, une fois pris des photos d'un photographe qui était avec sa maîtresse, qui voulait pas que cette relation se sache. Et pareil, l'acteur lui était tombé dessus. Et dans la vue des paparazzis, c'est assez fréquent que ce soit les gardes du corps, soit les personnalités elles-mêmes s'en prennent, puisque ces personnalités ont l'impression qu'on leur vole leur vie privée ou qu'on s'immisce dans cette vie, même si c'est dans l'espace public. Est-ce qu'il a porté des coups à Gérard Depardieu, le bouquin? Pas du tout. Non. Alors, sa compagne, très en colère, le retient par le bras, pour appuyer ce que vous disiez. C'est-à-dire, elle dit au paparazzi non, elle le retient par le bras. Après, il y a les insultes, c'est-à-dire que fortement, elle lui dit non, et après, elle lui jette le seau. Et il y a un journaliste italien, un autre, pas le paparazzi, qui était là, qui dit « J'ai vu de mes yeux Depardieu se mettre à donner des coups à Barry Harry avant que n'arrivent les carabiniers qui ont ensuite interrogé plusieurs témoins. »
Et on précise quand même dans les articles en Italie que c'était pas du tout une paparazzade arrangée, c'était vraiment à l'insu de Gérard Depardieu. Il n'avait rien demandé et il a été pris. Voilà, il ne voulait pas être photographié. Pas de compassion. Non, mais je précise. Quand la police est arrivée, les carabinieri, comme vous l'avez dit, Gérard Depardieu était déjà parti. Selon mes informations, oui, on voit derrière vous, on voit le paparazzi. Selon, enfin, je ne sais pas si Amaury a d'autres infos, mais je ne pense pas qu'il ait encore été interrogé, bloqué par les carabiniers. Je pense qu'il est parti après la scène. De toute façon, je pense que s'ils étaient arrivés, en tous les cas en France, c'est comme ça que ça se serait passé. Oui. S'ils étaient arrivés et que Depardieu était là, puisqu'il était mis en cause, a priori, ils l'auraient interrogé tout de suite. Ils n'auraient pas attendu, ils ne l'auraient pas laissé partir. Donc moi, je suis sur la ligne que j'y vais d'être, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Gérard Depardieu est parti. De toute façon, le temps que les carabinieri arrivent, ça a dû prendre un certain temps. Et donc, lui s'est retrouvé tout seul devant le bar. Gérard Depardieu sera probablement interrogé ultérieurement. Est-ce qu'il y a des rumeurs qui disent, je vous le dis à l'instant, puisque j'ai des infos qui tombent bien sûr toutes les secondes, on est en direct, qui disent qu'il serait déjà peut-être interrogé. Ah, c'est possible. Peut-être à prendre avec des pincettes, mais apparemment, peut-être qu'il serait déjà... En tout cas, il va l'être, ça c'est sûr. Une affaire comme ça, avec une plainte... Avec autant de témoins. Qu'est-ce qui risque Gérard Depardieu pour ça ? Il faut voir jusqu'où ça va. On peut supposer peut-être une forte amende. Je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin, mais il faut voir. Alors le problème, c'est qu'il y a pas mal de témoins qui vont à son encontre. Le patron du bar qui dit « ça me rappelle des scènes que je voyais il y a très longtemps, des scènes de violence, etc. » D'autres témoins qui ont été interrogés par les carabinieri. Donc je ne pense pas qu'il pourra nier la scène. Non, mais ce qui va jouer en faveur de Gérard Depardieu, c'est un peu ce qu'on pense tous, c'est de se dire... On sent que c'est une espèce d'impulsion qu'il a eue, il n'y avait pas de préméditation, que quelque part, il voulait probablement protéger sa vie privée, qu'il était exaspéré, qu'il ne s'est pas servi d'une arme et qu'il a porté des coups comme ça, vous voyez, sans insister. Je veux dire, il ne s'est pas acharné non plus sur lui. Donc, il y a un coup sur un homme de... Bien sûr, vous avez raison, mais je pense qu'il enlèvera l'impulsion. Bien sûr. Il va plaider aussi le fait que le mec, on lui a dit non une fois, il continue à essayer de prendre des photos. Voilà, c'est ça aussi. Sans justifier ce qui s'est passé, et il faut savoir quand même que les paparazzi en Italie sont réputés pour être très agressifs. Et ça, c'est historique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Ils y vont, t'as beau dire non, etc. Ils te font chier jusqu'au bout. C'est quoi vos relations avec Marine Le Pen actuellement ? Familiale, ça ne vous aura pas échappé. Mais après, nous, on est schizophrène chez Le Pen. Ah oui, c'est quoi ? C'est-à-dire on est schizophrène, c'est très difficile à comprendre de l'extérieur. Mais vous la voyez parfois dans l'extérieur ? Oui. Vous arrivez, joyeux anniversaire, tu vas faire moins de 5%. En fait, on a passé un deal, on ne parle que de Macron ou de LFI. Ah d'accord. Comme ça, globalement, on ne parle pas des sujets qui fâchent, et puis voilà. Non, c'est vrai. Mais on s'aime avec Marine, c'est ma famille. Vous aimez, j'ai l'impression, parce que c'est ce qu'on me dit. Mais voilà, mais... Je vous jure, c'est ce qu'on me dit. On a des désaccords politiques, ça arrive dans toutes les familles. Je sais, mais Marion, c'est ce qu'on me dit. La dernière fois, on m'a dit cette phrase, je ne dirais pas qui me l'a dit. On m'a dit, toutes les façons, Marion et Marine, elles se retrouveront parce qu'elles s'aiment. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais elles se retrouveront. Une fois de plus, là, on ne parle pas de famille, on parle d'idées. Indéniablement, j'ai des divergences aujourd'hui idéologiques avec Marine. J'en avais déjà quand j'étais au Rassemblement national. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui suivaient la politique à l'époque, j'étais face au courant idéologique de Florent Philippot. Que soutenait donc Marine. Et donc moi, je considère aujourd'hui que le courant que je représente à droite doit pouvoir exister, doit pouvoir s'exprimer. Il y a aujourd'hui 8%, 6, 7, 8% des Français qui sont chez nous, qui ne veulent pas aller au Rassemblement national. C'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'on ne défend pas tout à fait les mêmes choses. Maintenant, je vous le dis, moi, mes adversaires dans cette élection, c'est les macronistes et la LFI. Et j'ai des concurrents à droite, mais ces concurrents, j'espère pouvoir, au Parlement européen, construire des majorités avec eux. Parce qu'une fois de plus, moi je le sais, aucun parti ne peut gagner seul. J'avais dit la même chose d'ailleurs à Jordan Bardella. On dit souvent le RN, Reconquête, et vous, Marion Maréchal aussi, on dit leur seul problème c'est l'immigration et le reste, l'économie, etc., le pouvoir d'achat, on n'en entend jamais parler. Non, mais c'est faux. Preuve en est, on en a parlé à l'instant. Maintenant, je vais vous dire, oui, moi j'ai une angoisse et une sensibilité particulière sur le sujet. Enfin, on pourrait faire une litanie de chiffres, mais derrière les chiffres, c'est quand même une réalité. Par exemple, 77% des viols de rue à Paris sont commis par des étrangers. 77% des viols de rue à Paris. Je veux dire, moi, je suis désolée, je suis une femme et j'ai 2 petites filles. Donc oui, le pouvoir d'achat, pour moi, c'est central et essentiel, et on tente d'y apporter beaucoup de solutions. Mais à un moment donné, la priorité des Français. Là, on parle quand même de l'intégrité physique. Je veux dire, on parle de vies qui sont détruites. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, je ne comprends même pas que ça ne fasse pas la une tous les jours. Depuis maintenant quelques années, on a vu apparaître sur le sol français des viols de grand-mères
y compris par des migrants sous OQTF, des viols de grand-mères de femmes de 80 ans. Bah oui, je suis désolée de vous dire que sur mon échelle d'indignation et de motivation le matin, ce sujet, pour moi, est un sujet central et prioritaire. Et puis moi, je vous le dis aussi très, très spontanément, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en politique, il y a des sujets réversibles, il y a des sujets irréversibles. L'économie, c'est réversible, c'est-à-dire que réindustrialiser un pays, c'est pas simple. Réindustrialiser un pays, baisser les impôts, faire des économies, bon, je pense que c'est possible. En revanche, le jour où la démographie a fait son œuvre et où des populations d'origine étrangère deviennent majoritaires sur le sol français, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exemples d'intégration réussie, c'est pas le sujet, mais évidemment, vous avez un changement culturel et civilisationnel. Ça veut dire que demain, il pourrait y avoir une France qui a le même prénom, la même géographie, mais qui n'a plus le même visage, voilà, qui n'est plus la France telle qu'on la connaît, surtout si demain l'islam est majoritaire. Et moi, je vous le dis, je suis française, je suis une Française d'origine française. J'aimerais que aussi mes enfants puissent grandir dans une France qui reste de culture française. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que vous ne parlez que de ça, que vous n'êtes que sur ce sujet? Mais alors oui, c'est le reproche de l'obsession. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé de charia la fois dernière, mais en fait, je suis désespérée d'avoir raison. Enfin, vous avez vu les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sur ces gamines tabassées pendant le ramadan, cet homme qui est tué. Enfin, la réalité... Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration aussi, qui ont des carrières exceptionnelles, qui ont fait des choses formidables. Évidemment, évidemment, bien sûr. Mais à un moment donné, quand même, quand vous comparez les chiffres que je viens de vous donner sur la moitié de la délinquance, une fois de plus, à Paris et à Marseille, la moitié sont le fait de délits ou de crimes commis par des étrangers, une fois de plus. Donc, vous ne pouvez pas me dire, si vous voulez, que c'est un sujet secondaire. Bien sûr qu'il y a des personnes intégrées qui réussissent et qui tiennent très bien, mais à un moment donné, le poids sur la société, il est monstrueux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'est un sujet secondaire, on dit que c'est votre seul sujet. Qu'est-ce que vous... Non, c'est un sujet que j'assume prioritaire, parce que je le considère existentiel, je le considère vital. Voilà, et je considère que moi, je suis attachée à mon identité, à ma culture française, à ma langue. Je veux dire, moi, je vois aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, apparaître des crimes d'honneur. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où il y a des gamines, en l'occurrence une petite tchadienne, qui se fait tondre par sa mère et dont le petit ami se fait torturer parce que le fait qu'ils aient été ensemble est un crime d'honneur pour la famille. Un gamin qui s'est fait tuer par les frères d'une autre gamine en question parce que, enfin, je veux dire, je veux pas vivre dans un pays où 7% des femmes en Seine-Saint-Denis sont excisées, en fait. Sont excisées. Voilà, où il y a 200 000 mariages forcés. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, je suis attachée à cette culture et ces valeurs françaises. Et je considère qu'elles sont menacées par l'immigration telle qu'elle se conduit aujourd'hui. Voilà, donc c'est votre sujet. Oui, je l'assume. C'est mon sujet prioritaire, oui, central. Il y a une question de Polska, j'aimerais bien savoir. Oui, j'ai une question, j'aimerais rebondir sur un petit truc, ça m'énerve un petit peu. Vous dites qu'Aya Nakamura ne représente pas la France, mais par exemple, quand on regarde les sondages, vous ne représentez pas non plus énormément de Français. Donc je pense que moi, je ne chante pas au JO. Oui, mais je pense que vous n'êtes pas légitime à dire qu'elle ne représente pas la France, parce que si elle ne représente pas vous, mais elle représente énormément de Français. Donc je pense que c'est juste une Alors, haine. Je pense qu'elle donne son avis comme tous les Français, en fait. Non, mais d'ailleurs, c'est pas personnel contre Aya Nakamura. Ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez, c'est que quand vous êtes à la cérémonie d'ouverture des JO, vous représentez la France et vous êtes une vitrine pour la France. Donc vous êtes censé pouvoir d'ailleurs faire consensus auprès des Français. Tout le monde doit pouvoir se retrouver. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, cette chanteuse, de par la vulgarité de ses textes, voilà, bon, disons-le, je vous avais choqué la fois dernière en disant qu'elle parlait de levrette dans ses textes, mais c'est quand même une réalité. Par les chanteurs à l'époque, ils parlaient de trucs comme ça aussi, un Français qui n'est pas du tout un Français correct, voilà, parce qu'on a quand même l'une des plus belles langues du monde, j'aimerais bien qu'on puisse la valoriser. Un parcours qui est pour moi pas un parcours de vitrine, c'est-à-dire qu'elle commence en se faisant connaître par une chanson dans laquelle elle raconte parfaitement son droit, et vous avez parfaitement le droit d'aimer et d'écouter, c'est pas mon sujet. Mais elle commence par cette chanson où elle parle d'une romance avec un narcotrafiquant. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui qu'on a des agents pénitentiaires qui se font tuer en fait par des narcotrafiquants, je suis pas sûre qu'aujourd'hui valoriser l'apologie de la drogue soit une bonne chose. Quand on sait qu'elle a été condamnée pour des violences conjugales, excusez-moi, si ça avait été un homme, je pense que si ça avait été un homme, tout le monde autour de ce plateau aurait été indigné qu'un homme qui a été condamné pour des violences conjugales puisse représenter la France. À l'époque, il y avait des chanteurs, ils chantaient des choses super graves pour les femmes, et pourtant, ils représentent bien la France. Non, mais ils n'ont jamais représenté les JO. Les JO en France, voilà. Moi, je suis d'accord sur un truc que vous avez dit. Si ça avait été un homme qui avait été condamné pour des violences conjugales, je peux dire, jamais il n'aurait chanté aux Jeux Olympiques. Mais vraiment, je vous le dis, on n'en aurait même pas parlé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, pour chanter aux Jeux Olympiques, pour moi, il faut être exemplaire. On a parlé de Matt Pokora hier, M. Pokora. Je dis oui, Matt Pokora, M. Pokora, c'est quelqu'un qui a toujours été exemplaire. Oui, pour moi, je trouve qu'il devrait chanter au JO. Je serais très heureux pour lui. Et voilà, je trouve que c'est normal. Mais c'est vrai que pour moi, il faut être exemplaire. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est l'exemplarité. Je suis désolé. C'est vrai que Soprano, Soprano, exactement. Mais c'est vrai que voilà. Après, c'est devenu
c'est devenu un truc politique maintenant. Mais c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui en a fait un truc politique. C'est lui, en fait, qui a voulu cliver sur le sujet, qui a voulu provoquer avec ça. Moi, je comprends pas, en fait, cette volonté. C'est un beau coup de sa part, non? Bah, je sais pas ce qu'il cherche. Est-ce que c'est un beau coup que de cliver les Français au lieu de trouver des profils qui soient plus consensuels? Je suis pas sûre. C'est comme ce sujet des drag queens. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est consensuel de vouloir faire des drag queens une vitrine? Moi, je crois pas. Je pense que les drag queens, une fois plus, ils ont parfaitement le droit d'être drag queens et ont parfaitement le droit d'être dans le monde du spectacle de nuit, voilà, dans des spectacles qui sont, disons-le, plutôt des spectacles burlesques pour adultes, hyper sexualisés. Est-ce que c'est censé représenter l'élégance, le raffinement à la française? Non. Voilà, je pense qu'à un moment donné, laissons les choses à leur bonne place, c'est tout. Comment ça va avec Éric Zemmour? Ça va bien. Ça va bien, on se répartit le boulot. On entend des rumeurs aussi, on dit que c'est la guerre. Il ne faut pas écouter ce que disent les journalistes. Quoi, vraiment? Alors moi, j'écoute jamais ce que disent les journalistes, vous voyez ou pas? Donc, mais là, je vous écoute vous. Est-ce que je peux vous faire confiance là-dessus? Mais vous pouvez me faire confiance. Après, comme dans toutes les organisations humaines, comme dans toutes les organisations humaines et tous les partis politiques, on n'est pas des machines, donc évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Parfois, on n'est même pas d'accord sur la meilleure manière de gagner ou de faire le bon score. Parce que ça vous aura pas échappé, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même sensibilité sur plein de choses. Donc on débat, on s'engueule, et puis à la fin, on trouve une manière de bosser ensemble. Ce sera vous et Éric Zemmour? Non, le candidat naturel, c'est Éric Zemmour. Donc vous, pas 2027, vous ne direz pas? Bah, écoutez, déjà, je vais réussir les européennes. C'est quoi votre but dans la vie? Mon but dans la vie? Oui. Mon but dans la vie, écoutez, c'est de faire en sorte que Reconquête fasse le meilleur score possible déjà aux élections européennes. Et pour peser au niveau européen, c'est de basculer la majorité à droite au Parlement européen et sortir Ursula von der Leyen. Donc ça, c'est un bon objectif déjà. Voilà. Et l'autre objectif, c'est d'essayer, moi j'y tiens beaucoup, de faire en sorte que demain, après ces élections, toutes les droites puissent travailler ensemble, se mettre autour de la table, construire un programme commun et puis se donner les moyens de gagner en 2027 ensemble et changer la France. Mais, voilà. Mais devenir président, est-ce que vous y pensez le matin en vous coiffant? En me rasant, non. En vous rasant, je comprends bien, mais en vous coiffant? Non. Vous savez, moi, je me suis... La politique, en fait, je le vis un peu comme une forme de devoir. C'est-à-dire que je ne prends pas un plaisir immense à faire, paradoxalement, de la politique. Je ne prends pas un plaisir immense à la vie publique, je ne prends pas un plaisir immense à faire des médias. J'ai arrêté pendant 5 ans quand j'ai monté mon école. Je m'en passais extrêmement bien. Enfin, je veux dire, je gagnais ma vie, j'avais plein de projets. Je le fais vraiment parce que... Je le fais parce que tout m'indigne, voilà, et que je peux pas laisser mes filles grandir dans cette France-là, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Donc je me dis qu'en fait, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition qu'on est à la croisée des chemins. Voilà, que si ça doit jouer dans les je sais pas, 10-15 ans à venir, et que si c'est le moment de jeter toutes ses forces dans la bataille pour pas avoir de regrets, pour pas que nos enfants aient à mener les combats qu'on n'aura pas menés. En fait. Quand j'entends les Français qui me disent c'est foutu en France, on peut plus rien faire, c'est terminé, plein de Français qui viennent me voir, qui me disent Cyril, c'est foutu, c'est terminé, c'est foutu, c'est terminé. Est-ce que vous y croyez encore, vous? Mais voilà ce qu'ils ont réussi à faire, ces gouvernements successifs, c'est insupportable. Ils ont résigné les Français. Pourquoi vous réussiriez, vous? Mais tout le monde s'est planté. Mais déjà parce qu'on n'est pas d'accord sur le fond, sur le diagnostic, sur le plan idéologique avec tous ceux qui ont gouverné jusqu'ici. Je veux dire, parce qu'ils n'ont jamais essayé de mettre en place les solutions. Vous pensez que si on règle le problème de l'immigration, on va régler tous les problèmes? Non. Bah non, évidemment. Mais l'immigration est un des sujets centraux qui a des conséquences sur plein de choses dans la société. Mais c'est un des sujets centraux, oui. Mais non, évidemment qu'on ne va pas tout régler à travers ça. Mais moi, je crois en la politique. Voilà, je contre la vision de gestionnaire. On a des gestionnaires en fait à la tête du pays. C'est des gens qui ne portent pas de vision. Enfin, je dirais Emmanuel Macron. Pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la quintessence de ça. C'est quand on dit le fameux en même temps. C'est un homme qui ne sait pas où il veut emmener la France. Je veux dire, quand il sabote le nucléaire pour finalement revenir dessus. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on a besoin de gens qui ont des visions. Mais les élections européennes, c'est génial. Mais vous pensez surtout à... C'est ironique quand vous dites ça. Je ne me sens pas emballée. Non, mais c'est génial. Mais... Ouais, c'est 2027, on pense à 2027. Alors, oui, évidemment, l'élection présidentielle est l'élection centrale en France, c'est incontournable. Mais il ne faut pas, ne laissez pas entendre aux Français que les élections européennes ne sont pas un rendez-vous important. Parce qu'aujourd'hui, même si ça paraît loin, ça paraît opaque, en fait, 80% des lois qui sont aujourd'hui votées en France sont la traduction de règles européennes. Donc en fait, c'est très très concret dans le quotidien. Aujourd'hui, l'interdiction, par exemple, des voitures à moteur thermique en 2035, c'est l'Union européenne. La sortie de potentiel de 7 millions de logements du marché locatif, c'est l'Union européenne. Non, mais je veux dire, beaucoup d'obligations. Et dès qu'il y a un truc qu'on ne peut pas faire, on nous dit non, on ne peut pas, c'est Bruxelles, c'est l'Europe, on peut rien faire. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que, par exemple, vous savez, pourtant je suis très eurocritique, et voilà, je considère aujourd'hui que le gouvernement se dédouane beaucoup. Et si on a un problème de compétitivité, par exemple, de nos entreprises aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'on a des règles françaises, des normes françaises, un enfer fiscal, un coût du travail. Et ça, c'est franco-français. Ça, je suis d'accord avec vous. Demain, il y a le débat Jordan Bardella-Gabriel Attal. S'ils sont au deuxième tour tous les deux en 2027,
Vous êtes Jordan Bardella? 2027, c'est loin. Ah non. Oui, depuis novembre, il y a 5 plaintes. Donc, il y a des plaintes pour viol sur mineurs et viol et agression sexuelle. Donc, les plaintes se sont accumulées. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'enquête préliminaire, les plaignantes ont été entendues par la brigade des mineurs. Brigade des mineurs parce que, comme une des plaignantes au moins était mineure, c'est cette brigade-là qui s'en occupe. Les auditions ont eu lieu petit à petit. Il y a eu des auditions notamment de plusieurs heures d'une plaignante au mois d'avril. Et lors de ces auditions, les plaignantes ont montré leur téléphone, montré des documents, ont été interrogées. Voilà. Et là, hier matin, Sébastien Coët s'est rendu à la brigade des mineurs et il a été placé en garde à vue. Alors, on a énormément d'informations là-dessus. Donc, Sébastien Coët, est-ce qu'il savait qu'il devait être... Il était convoqué depuis longtemps? Il était convoqué depuis un petit moment, il est allé et puis il a été placé assez rapidement en garde à vue. Alors selon ses avocats, il s'est rendu librement et à sa demande pour être interrogé. Sans ses avocats? Voilà, et répondre à toutes les questions posées. Voilà, c'était l'idée. On va revenir là-dessus parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites, on va vous dire tout ça, on va vous donner toutes les infos. La brigade des mineurs donc, qui s'occupe de cette affaire puisqu'il y aurait une mineure? Oui, au moins une. Alors, selon nos informations, Cyril, au moins une. Je ne vais pas aller plus loin, mais au moins une. Y en a-t-il d'autres? On ne sait pas, mais à partir du moment où il y en a une, c'est cette brigade-là qui enquête et qui cloisonne vraiment les enquêtes. Alors, Michel Marie, quelles sont les informations qu'on a? Les informations, c'est qu'il est placé effectivement en garde à vue. Il y est depuis quand, cette garde? Depuis hier matin, 8h. Depuis hier matin, 8h, il est convoqué. Il y a encore? Oui, il y a encore. Et il a été convoqué hier matin à 8h. Il a été convoqué hier matin à 8h. Je pense qu'il ne s'attendait pas à être placé en garde à vue. Il pensait avoir à rendre... Enfin, il avait d'ailleurs demandé, souhaité s'expliquer. Et il imaginait, dans sa candeur naïve, il imaginait qu'il allait être reçu par les policiers et qu'il allait répondre aux questions qu'on se posait. En réalité, Gilles l'a résumé un peu rapidement. Il y a effectivement une enquête depuis un moment où toutes les victimes, enfin toutes les plaignantes, pardon, ont été entendues, ont donné de nombreux détails. Et les policiers de la brigade des mineurs ont attendu la fin. Donc c'est une règle de procédure en fait. On entend les plaignantes et une fois qu'on a réuni toutes les, entre guillemets, charges qu'on a contre lui, et là en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup, enfin, il n'y en a même pas d'ailleurs, on l'entend, on le convoque, on le place en garde à vue et on lui pose un certain nombre de questions. Ce n'est pas un moment très agréable à vivre. Alors le problème, à ma connaissance, il s'agit d'abord de faits très anciens qui remontent ça commence en 1990, la première, on a une affaire en 90 qui est prescrite. Ensuite, il y a des faits qu'on lui reproche qui sont anciens, mais la vraie question qu'on se pose, Michel Marie, c'est il arrive en garde à vue hier, il y est encore aujourd'hui. Est-ce que c'est bon signe ou pas? C'est la vraie question qu'on se pose et qu'on a envie de savoir. C'est pas très bon signe. Ce qui n'est pas très bon signe, c'est qu'il est confronté effectivement à plusieurs déclarations. Alors, une des plaintes serait prescrite, mais d'autres qui concernent des mineurs ne le seraient pas. Pas des mineurs, une mineure. Au moins une, Michel, au moins une mineure. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il doit répondre à des questions extrêmement précises parce que lors des auditions, les plaignantes qui ont été interrogées ont donné des détails extrêmement précis et très nombreux. Ouais. Je vous donne un exemple sans rentrer dans cette affaire. Quand vous êtes auditionné pour une telle affaire, vous savez, une des plaignantes, par exemple, a dit « j'ai rencontré Coët à tel endroit ». Eh bien, on lui fait dessiner. On lui fait raconter la scène, on lui dit à quelle heure c'était, comment ça s'est passé. Donc c'est très précis et ça peut durer plusieurs heures. Donc Sébastien Coët est confronté à ces auditions et on va lui dire regardez à cette heure-là, que s'est-il passé. Donc c'est vrai que c'est très détaillé, on ne connaît pas l'issue, mais les questions sont très serrées. La brigade des mineurs pose des questions. C'est pas le Club Med, oui, ça on est d'accord. Mais est-ce que c'est normal qu'il reste? Parce que oui, tout à fait. Oui. C'est normal donc qu'il reste aussi longtemps. Oui, c'est normal. D'accord. C'est normal. Il y a 5 plaintes. S'affoler. Comment? Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Je pense qu'à l'issue de cette garde à vue, il sera probablement déféré devant un juge, qui est le juge qui gère le dossier.
Mais ça... Gilles, vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que c'est plus compliqué? Je pense que c'est un peu plus compliqué, mais je peux me tromper. Puis là, c'est en cours, mais je pense effectivement qu'il y a des accusations assez précises. Mais je ne préjuge de rien. Et ce qu'il faut préciser quand même, Cyril, c'est que lui-même a porté plainte. Hein. Exactement. Vous savez qu'il a porté plainte pour cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds. Et d'ailleurs, ses avocats et lui se sont étonnés du fait que cette plainte ne soit pas instruite, que ça aille très doucement. Ils disent que, au contraire, l'affaire, les faits reprochés à Coé, on instruit vite, alors que sa plainte à lui, elle est un peu... Moi, j'ai une info également, c'est que sa compagne a été entendue hier. Oui, sa compagne a été entendue. Avec des questions extrêmement précises, oui. Sachez-le. Et d'après mes infos, on leur a même demandé des questions extrêmement intimes. Bien sûr, mais c'est normal. À sa femme. Oui, c'est vrai. Ça doit être un moment très difficile pour elle. Des questions intimes, même au niveau de leur relation sexuelle, intime. Elle est interrogée pendant 4 heures. Elle a été interrogée pendant 4 heures, exactement. Il faut le dire, hein, c'est pas moi de le dire. Bah oui, voilà, Gilles et donc voilà. Donc, et c'est vrai que on lui a posé des questions. Et là aussi, c'est normal. Extrêmement intimes. Et c'est vrai que pour elle, ça doit être quand même un moment compliqué. C'était ce qui t'est passé. On est d'accord que c'est un moment compliqué. Mais on n'est pas là pour faire des commentaires. C'est quoi les infos sur cette garde à vue, sur l'audition de sa femme, s'il vous plaît? Ils veulent tout savoir, tout savoir. L'intimité, comment ça se passait dans le couple, où étiez-vous à tel moment, le connaissiez-vous, est-ce que vous pensez que sa personnalité peut faire que... C'est une rafale de questions. Ça dure 4 heures et vous êtes saoulés de questions. Et le but de la brigade des mineurs... Mais c'est très dur de déballer sa vie sexuelle. Rappelez-vous, Marie Habitant, on avait convoqué toutes ses ex-amies pour savoir précisément comment... C'est très compliqué, très... Pas pareil, c'est sa femme, là, c'est pas pareil. C'est très lourd, c'est très compliqué. On avait convoqué toutes ses ex-amies. Oui, ses ex-amies, c'est pas pareil que sa femme avec tous les jours. Devant sa compagne actuelle, c'est pas évident. Le problème, c'est que... sur cette affaire. D'une part, on l'interroge, elle, sur sa vie intime, et en même temps, elle comprend que son mari lui a peut-être pas été très fidèle. Donc ça fait un peu la double peine. Oui, et pourquoi vous dites ça préjuge de rien, bien sûr, mais pourquoi il n'est pas en témoin libre, mais plutôt en garde à vue? C'est-à-dire ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose de la part du procureur? Est-ce qu'il est en garde à vue ou en témoin libre? Non, il est en garde à vue, ça c'est indiscutable. Il est en garde à vue parce qu'il y a 5 plaintes, c'est la procédure. Et c'est d'ailleurs pas forcément la police qui décide, c'est le parquet. En disant vous me le placez en garde à vue et voilà toutes les questions. Il le savait en y allant qu'il allait en garde à vue? Non. Vous croyez qu'il allait juste être entendu? Oui, à la limite, il se réjouissait de pouvoir enfin répondre aux questions. C'est ce que dit l'avocat, parce qu'il demandait, lui, à être, non pas confronté, mais à répondre aux questions. Donc, il est venu pour répondre aux questions, et puis on lui a sorti, effectivement, entre guillemets, des accusations de plaignante précises. Donc, il s'est retrouvé en garde à vue. Ce que je tiens à dire... Et le parquet ne commande pas. Le parquet est extrêmement discret sur l'affaire. Ce que je tiens à dire dans cette histoire, c'est que, d'après mes sources, et elles ne sont pas trop mauvaises, on est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'il y a une intimité entre, comme souvent d'ailleurs, entre le suspect, enfin l'auteur présumé et les victimes. Ils se connaissent, ils ont échangé par téléphone, des photos, des échanges, etc. Donc, on n'a pas dans ce dossier, à ma connaissance, de preuves, d'éléments objectifs. À la fois parce que ce sont des faits anciens et puis c'est parce que les deux se connaissaient, si vous voulez, victime, plaignante et auteur présumé, merci. Donc, c'est vraiment les dossiers les plus compliqués. C'est quoi votre info alors? Je viens de vous le dire. C'est quoi? C'est que c'est pas clair. C'est que c'est pas clair. Et c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Parce qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'on interroge. C'est-à-dire que les policiers veulent être persuadés de ne pas passer à côté, de ne pas faire une erreur. Donc pour vous, c'est normal qu'il reste aussi longtemps? Tout à fait. Regardez, c'est ça C'est pas agréable, mais c'est comme ça. Votre info, c'est ça? Oui, enfin, entre autres. Entre autres. Non, donc pour vous n'êtes pas d'accord avec Gilles Verdez, c'est pas dramatique qu'il soit encore en garde à vue? Pour lui, de toute façon, là, la garde à vue, elle va se terminer demain 8h. Demain matin 8h, il va être très probablement déféré. Et si la garde à vue est prolongée, est-ce que c'est grave? Elle est prolongée de 24 heures en 24 heures. Au bout de 24 heures, ils n'avaient pas eu assez de temps pour lui poser toutes les questions qu'ils voulaient lui poser. C'est ça, donc il n'y a pas de drame. Non, il n'y a pas de drame. Oui.
Ce qui est important, c'est que c'est la brigade des mineurs qui l'a mis en garde à vue. Donc ça ne concerne pas les autres dossiers. Si. Ce n'est que les désignés. C'est mieux que toi, c'est Michel Marie. Excuse-moi. Non. Il suffit, d'ailleurs, Gilles l'a dit tout à l'heure, et il a raison. Bien sûr. À partir du moment où, oui, là, je pense que oui. Avec toute l'affection que je te parle. Franchement, si on a une victime mineure et 5 majeurs, c'est la brigade des mineurs qui s'en occupe. Sur Anouchka Delon et elle laisse les professionnels faire sur les affaires importantes. Merci. Michel Marie.